Bien, merci d'être venu ce soir et on va passer une petite heure ensemble à explorer avec l'histoire le cerveau. Alors je suis historien, je ne suis pas neurologue et je vous donne le point de vue de l'historien. Alors le cerveau, c'est l'organe de l'esprit, c'est un organe complexe qui pèse 1400 grammes, c'est-à-dire 3% du poids corporel, 20% de l'énergie du corps. Il a en principe 1 milliard de neurones dès la naissance. Il y a une neurogénèse, une production de neurones pendant la vie embryonnaire et on se trouve naître avec environ 100 milliards de neurones, dont 20 milliards pour le seul cortex cérébral, c'est-à-dire cette fine couche superficielle. Il y a plusieurs milliers de terminaisons par neurone, ça peut aller jusqu'à 7000, et il y a 160 000 kilomètres de fibres qui constituent ce qu'on appelle la substance blanche. Et tout ça, ça fait qu'on va rêver, qu'on va avoir des souvenirs, qu'on va avoir des sentiments, qu'on est conscient de son état, qu'on a des pensées, qu'on est sensible, on a mal, on est mobile, on a de la créativité, de l'imagination, on sent toutes sortes d'odeurs, de goûts et d'images. La première question qu'on s'est posée dans l'histoire, c'est quel est le siège de l'âme ? Quel est le siège de l'âme ? Est-ce que c'est le cerveau ou est-ce que c'est le cœur ? Eh bien, depuis des temps immémoriaux, l'homme croit en l'existence d'esprits immatériels qui sont abrités dans la matière de chaque être vivant. Cette source d'énergie provient du cosmos. Et les premières observations, finalement, qui indiquent que la tête peut être importante pour la pensée, c'est les accidents, ou vous voyez, ces traumatismes de la tête qui entraînent souvent des paralysies, souvent d'un côté, curieusement, du côté opposé où le coup a été porté. Et puis, on sait que dans l'Antiquité, dès le Paléolithique, on pratiquait des trépanations, probablement à la suite de traumatismes ou bien à la suite de maladies mentales, et pour essayer d'extirper le mal, et que les personnes survivaient à ces trépanations, car on voit des reconstitutions d'os qui veulent dire qu'il y a une survie. Alors pour l'Égypte, pour la Mésopotamie, pour l'Inde, pour la Chine, pour toutes ces grandes cultures, l'âme est dans le cœur. Et vous voyez, à chaque fois, la pensée serait dans le cœur. Et par exemple, dans le livre des morts, Anubis prend l'âme. Je vais prendre ça. Voilà. Anubis, ici, prend l'âme d'un mort et l'amène devant la déesse, devant Admit, pour peser le cœur. Dans la momie, on enlevait tous les organes, y compris le cerveau qu'on jetait, on ne le gardait même pas dans des vases canopes, et on remettait le cœur dans la momie. C'est le seul organe qui était remis dans la momie. Et ce cœur était pesé au cours de ce voyage, et s'il était plus lourd qu'une plume, la personne était vouée... Excusez-moi, la personne était vouée à être dévorée par ce personnage. J'arrive pas à m'en débarrasser. Bon, voilà, je me mets là. Et ensuite, le dieu Thoth va emmener l'âme du défunt pour son voyage, sinon il disparaît, il est dévoré. Alors, l'âme est-elle dans le cœur ou dans le cerveau ? Aristote tenait que le cœur était le siège de l'âme. Il a écrit un livre qui s'appelle « De l'âme » et il avait quelques raisons de le faire. Il ne faut pas sourire d'Aristote, il avait des raisons. La première raison, c'est que lorsqu'un corps meurt, la chaleur le quitte. La chaleur distingue donc le corps animé des corps morts. Le cœur est chaud, le cœur est source de chaleur vitale. Le cerveau est froid, c'est des constatations cliniques. Le cœur battant est le premier organe qu'on observe dans, par exemple, l'embryon de poulet. La première chose qui bat, c'est le cœur, c'est-à-dire la mobilité, c'est-à-dire l'animation, c'est-à-dire l'âme. Et le cerveau jouerait donc un rôle dans la régulation de la chaleur et le bouillonnement du cœur. Hippocrate, lui, est un pragmatique. Pour lui, l'âme est dans le cerveau. C'est ce qu'il écrit dans La maladie sacrée, son livre La maladie sacrée, qui
qui a trait essentiellement à l'épilepsie, mais aussi à d'autres formes de démence. Le cerveau est l'organe de l'esprit, il n'y a qu'à regarder les blessures qui affectent l'esprit. On peut perdre conscience après un traumatisme. Et il écrit « Les hommes doivent savoir que la source de nos plaisirs, de nos joies, de nos rires, de nos plaisanteries ne vient que du cerveau et également de nos chagrins, de nos peines, de nos tristesses et de nos pleurs. » Alors, le cerveau, à l'époque, on ne faisait pas d'autopsie, elles étaient interdites par la loi, sauf pendant un très court temps dans l'Égypte ptolémaïque des deux premiers Ptolémées, Ptolémée Soter et Ptolémée Philadèphe, où des anatomistes faisaient des autopsies de patients condamnés à mort ou de malades parfois, et même, dit la tradition, de condamnés à mort vivants. Ils faisaient des vivisections. Et c'est ainsi que 600 vivisections d'après certains historiens chrétiens. Et c'est ainsi que Érasistrate et Hérophile ont décrit le cerveau, le cervelet, les ventricules qu'ils associent à la psyché. Ils distinguent les nerfs des tendons, les nerfs moteurs des nerfs sensitifs. Ça veut dire quand même qu'ils devaient faire des autopsies sur des gens vivants. Érasistrate fait des études comparatives du cervelet et du cortex cérébral selon les espèces vivantes. Et il pensait que le cervelet avait la capacité de faire courir plus vite et que l'intelligence était liée à la complexité des circonvolutions, ce qui n'est pas forcément tort. Et ça a duré 50 ans. Puis au bout de 50 ans, tout s'arrête. On ne fera plus d'autopsie jusqu'à la fin du XIIIe siècle, car c'est interdit par la loi. Il y aura évidemment quelques autopsies qui sont faites dans le monde arabe aussi et dans le monde chrétien, mais toujours en catimini et dans des conditions particulières. Alors, le Galien, au 1er siècle, au 2e siècle plutôt, édicte une théorie qui va durer pendant un millénaire. C'est pas rien, une théorie qui dure un millénaire. Il dit que les esprits vitaux sont produits dans le ventricule gauche du cœur et qu'ils se transforment en esprits animaux en passant à travers les carotides et en passant à travers une structure qui est le réseau admirable localisé à la base du cerveau. Il se basait sur des analyses anatomiques chez, par exemple, le bœuf qui a un réseau admirable. L'homme n'a pas de réseau admirable, mais on l'a découvert beaucoup plus tard. Les fonctions intellectuelles sont localisées dans les ventricules et sont stockées, et qui stockent les esprits animaux. Et ces esprits animaux sont mobilisés et s'écoulent dans les nerfs creux pour aller actionner les muscles et pour la sensibilité. Et cette théorie convenait parfaitement aux pères de l'Église, donc au 3e, 4e siècle. Il y a l'Église qui prend le pouvoir, si je puis dire, dans l'Empire romain. Et les pères de l'Église, par exemple, Némésius, écrit un livre qui s'appelle « La nature de l'homme », où l'homme est composé d'une âme et d'un corps, principe séparé mais sympathique. Les fonctions cérébrales dans les ventricules, alors il attribue, on ne sait pas pourquoi, Némésius, le 1er et 2e ventricule, c'est les sens, le 3e ventricule, c'est la raison, et le 4e ventricule, c'est la mémoire. Et jusqu'au XVIIe siècle, cette théorie va tenir, c'est ce qu'on appelle la théorie ventriculaire. Se passe un événement important à la Renaissance. On redécouvre, on commence à refaire des autopsies. En fait, ça a commencé pour des raisons médico-légales à la fin du XIIIe, début du XIVe, puis ça a été institutionnalisé, toléré par l'Église avec différentes phases plus ou moins répressives. Et c'est Vézal qui commence à redécouvrir le corps, en particulier le cerveau. C'est des dessins de son livre « La Fabrica » en 1543. Et la théorie ventriculaire nous dit donc que dans le ventricule gauche, les esprits vitaux sont générés, qu'ils vont circuler à travers le réseau admirable qui est à la base du crâne, passant par les carotides, se transformer alors en esprits animaux, et la pensée se localise donc dans les ventricules et va circuler après par les nerfs creux vers le corps pour l'animer. Et je vais donc, au cours de cette courte conférence, vous parler de 3 lignes de pensée qui ont évolué au cours du temps. Tout d'abord, on peut dire qu'il y a un courant de pensée qui est lié à la transmission depuis le cerveau jusqu'aux organes, jusqu'aux membres des esprits animaux.
je vous ferai ensuite la structure depuis l'anatomie jusqu'à l'histologie du cerveau, et ensuite le courant de pensée sur l'organisation du cerveau et son organisation en secteurs tout à fait particuliers. Donc Galien parle de la théorie ventriculaire, les esprits animaux, et cela est stoppé, si je puis dire, par Thomas Willis, un Anglais, qui a en 1664 transformé la théorie des esprits animaux en théorie corticale. Il dit non, c'est pas dans les ventricules qu'est la pensée, c'est dans le cortex cérébral. Et en 1791, je vais revenir là-dessus, on transforme les esprits animaux en électricité. En fait, c'est de l'électricité, l'influx nerveux, et on va le transformer ensuite en médiateur chimique. En fait, l'influx nerveux est transmis grâce à des médiateurs chimiques. Et je reviendrai sur les autres points. Alors, un grand moment, un tournant dans l'histoire du cerveau, dans la brève histoire du cerveau, c'est Thomas Willis. Thomas Willis, c'est un médecin de Londres, un médecin praticien, qui fait des autopsies de personnes âgées, qui est un excellent anatomiste et qui publie un ouvrage fondamental qui s'appelle « De l'anatomie du cerveau, Cerebri Anatome ». Et il localise la pensée, l'âme ou ce qu'on veut, dans le cortex cérébral. Il a des arguments importants. Premièrement, il observe que quand vous avez une atrophie, ça c'est un cerveau atrophié, par exemple d'une personne qui a une maladie d'Alzheimer, il y a une perte cognitive qui est liée à une diminution de l'épaisseur du cortex. Deuxièmement, il observe que le cortex est la partie du cerveau la plus vascularisée, c'est hautement vascularisé, et il distingue bien la substance grise que vous voyez, cette fine couche avec une condensation énorme de neurones, 20 milliards de neurones, et puis la substance blanche qui correspond, on le saura par la suite, à des fibres. Donc il distingue la substance grise pour la cognition de la substance blanche pour la diffusion de l'information, et il indique qu'il s'agit le cerveau pourrait être divisé en zones fonctionnelles. Mais il n'a aucun argument expérimental pour le dire, c'est une intuition qui se révélera être exacte. Ensuite, il fait de l'anatomie comparée et il montre que plus on a de circonvolutions, plus on a un cerveau développé, plus on est intelligent et que l'homme a plus de circonvolutions que l'ensemble des autres animaux. La densité du cortex de l'homme est beaucoup plus importante que celle de l'éléphant, même si le poids du cerveau est plus important. Alors la grande question, après Willis, donc c'est pas tout de suite adopté, c'est intéressant, on change de paradigme, on rentre dans la théorie corticale, et la grande question c'est quelle est la nature de ces esprits animaux, c'est quoi ces esprits animaux? Et là, il y a plusieurs théories. Le grand Descartes, lui, est un fervent de la théorie ventriculaire, et il pense que il croit à la théorie de Galien, il la soutient, on est quand même au XVIIe siècle, c'est presque à l'époque de Willis, et il pense que ce sont des particules qui sont triées dans le sang artériel et qui vont passer par les nerfs creux. Les nerfs ne sont pas creux, les anatomistes vont assez vite s'en apercevoir, et vont être transmis vers les muscles pour se gonfler. Il y a une deuxième théorie, la théorie des gouttelettes de fluide de Willis, qui dit que la contraction musculaire est due à des mini-explosions entraînant la contraction musculaire. Et puis une théorie vibratoire de Newton, qui sera aussi soutenue par les encyclopédistes, qui dit que finalement les nerfs fonctionnent comme des cordes tendues vibrantes qui communiquent au cerveau et transmettent l'information par vibration. La vérité va venir d'abord de poissons étranges, les raies électriques. Il y a des poissons qui émettent de l'électricité. Francesco Redi, au XVIIe siècle, avait noté que la raie électrique donne des chocs électriques. On a ensuite montré que ces chocs électriques étaient liés à un organe électrique, qui joue le rôle d'un condensateur, on dirait aujourd'hui. Et puis on a montré que ça pouvait être jusqu'à 50 chocs électriques par minute et demie. Donc voilà, il y a des animaux, et on utilise d'ailleurs ça en médecine pour traiter certaines douleurs, en mettant en contact, les Romains l'avaient fait, des raies électriques avec des zones du corps. C'est des traitements qui ont été repris par la suite de l'électrothérapie, si je puis dire. Donc il existe des animaux, mais ces animaux sont tout à fait exceptionnels, qui produisent de l'électricité, qui la stockent et qui sont capables de la dégager pour se défendre. Et là, la vérité va venir de Luigi Galvani, qui est un médecin
travaillant, je crois, à Bologne, et qui va faire des expériences terribles sur les grenouilles que je vais vous montrer. Et ceci vient du fait qu'on a commencé à produire l'électricité à partir de 1650. Otto von Guericke fait cette machine, c'est une boule sur lesquelles qui par frottement produit de l'électricité. C'est l'ancêtre des centrales atomiques, vous voyez. C'est ça la première. L'électricité, elle a commencé à être découverte au début du XVIIe siècle, et on a commencé à la produire en quantité infime, bien sûr, avec cette fameuse machine à frottement qui permet de produire de l'électricité. En 1791, ce monsieur, après 20 ans d'expérience, Luigi Galvani, va découvrir que finalement, les esprits animaux, c'est de l'électricité. Il va le montrer de la façon suivante. Avec une machine à frottement, il va toucher directement des nerfs de grenouille, entières, mortes habituellement, entières, ou bien des membres de grenouille, et il va obtenir une contraction. Je vais essayer de... Bon, je crois que c'est pas grave. Il va obtenir une contraction musculaire à partir d'une machine à frottement qui transmet de l'électricité. Mais ça ne suffisait pas pour dire que l'électricité venait du corps lui-même. Et donc, il va induire la contraction musculaire par contact entre le nerf sciatique d'une grenouille avec le nerf sciatique d'une autre grenouille, et sans aucun contact avec, par exemple, du métal. Et ça, c'était une expérience importante, puisqu'elle montrait qu'à partir d'une grenouille, on pouvait obtenir la contraction de l'autre membre. La contraction survient par contact direct de l'extrémité coupée de la moelle épinière, il a trouvé ça aussi, et avec un muscle. Donc il n'y a pas de machine, il n'y a pas de scalpel, il n'y a aucun matériel. Et l'électricité, elle existe encore et elle transmet le mouvement. C'est la conclusion des travaux de Galvani. Alors là, il avait un gendre qui s'appelait Aldini, et Aldini faisait au début du 19e siècle des expériences sur des condamnés à mort qui venaient d'être exécutés. Donc cette représentation, c'est juste après avoir été décapité, il faisait toutes sortes d'expériences pour montrer que c'était de l'électricité qui pouvait provenir de ces personnes qui étaient décapitées. Et à cette époque, il y a eu un grand mythe. Ça a frappé vraiment l'imagination de nos compatriotes, les personnes du 19e siècle. Et né à ce moment-là, Mary Shelley, par exemple, a écrit sur Frankenstein. C'est un être. Frankenstein n'est pas le monstre, comme tout le monde croit. Frankenstein, c'est la victime de tout ça. C'est-à-dire, il a pris des morceaux de cadavres. Victor Frankenstein, c'est un grand professeur, il a pris des morceaux de cadavres, il les a resuturés les uns et les autres, et ensuite il a soumis ces cadavres à l'électricité, et il a fait reparaître la vie. C'est l'influence des travaux de Galvani directement. Et donc il y a eu cette nouvelle de Mary Shelley sur le docteur Frankenstein. Prométhée, nouveau Prométhée. Alors, l'électricité, et donc les esprits animaux sont de l'électricité. En 1860, il y a un Allemand avec un nom français, Dubois-Raymond, qui met au point un galvanomètre qui permet... Alors, Galvani n'avait pas réussi à montrer que le cerveau produisait de l'électricité parce qu'il n'avait pas d'instrument de mesure suffisamment sensible. Donc Galvani, on était resté un peu sur d'où vient cette électricité. Elle vient probablement du cerveau, mais on n'avait aucune preuve de cela. Et Dubois-Randé va mettre au point un galvanomètre et va faire une première observation. Il va montrer que lorsque l'on stimule avec de très faibles courants électriques, qu'il existe, je veux dire, de très faibles courants électriques qui passent à travers les nerfs et qui vont être détectés comme une onde électrique qui se propage le long de la fibre nerveuse avec une vitesse assez lente en réponse à la contraction musculaire. C'est ce qu'il a appelé le potentiel d'action, ou encore le courant d'action, ou encore ce qu'on appelle maintenant plutôt l'influx nerveux. Helmholtz, ici, va lui démontrer que ça va assez lentement, c'est 27 mètres secondes, entre 1 et 100 mètres secondes. Et puis Bernstein, ici, va faire ce profil de l'onde électrique avec un temps de latence, une dépolarisation, une repolarisation, un autre temps de latence, et ça va recommencer. C'est un courant discontinu qui se propage à travers les nerfs. Et la suite de l'histoire va être complètement liée à
au progrès technique des appareils de mesure. Donc, ça, c'est le galvanomètre comment il s'appelle, du Bois-Raymond. Et vous voyez, progressivement, il va s'améliorer pour devenir une énorme machine ici en 1930. C'est des galvanomètres à cordes, amplificateurs et puis des tubes cathodiques. Et grâce à ça, on va faire des grandes découvertes. Alors, on va d'abord découvrir, dès 1875, que le cerveau produit de l'électricité. Et on enregistre une activité électrique spontanée évidemment très faible dans le cerveau, et ça varie suivant les zones. Il a montré ça chez le lapin, sur le cerveau de lapin. Et en 1929, Berger, à Iéna, va montrer qu'il existe des ondes électriques dans le cerveau humain. Je vous ai montré ici les premières ondes électriques. Hans Berger sera très malheureux, il finira par se suicider en 1941, persécuté, et l'électroencéphalogramme va tout de suite devenir un outil important, notamment pour le diagnostic des épilepsies. Donc voilà, le cerveau produit de l'électricité, cette électricité passe dans nos nerfs et va faire contracter les muscles ou nous faire sentir la douleur ou autre chose. Alors, grâce à il y a ces trois... Alors, il n'y a que des prix Nobel dans mon histoire, vous allez voir. À partir de maintenant, il n'y a plus que des prix Nobel. Alors, il y a des gens qui ont montré, ces trois chercheurs, Adrian Gasser et puis Erlanger, ont étudié la conduction électrique dans les nerfs. Ils ont été jusqu'à disséquer des nerfs et à aller de fibre par fibre et essayer de regarder les potentiels d'action. Ils ont montré plusieurs choses importantes. Ça, c'est un cerveau qui montre les fibres qui sont dans le cerveau, de la substance grise, de la substance blanche, je veux dire. Et il montre que les ondes électriques dans les nerfs périphériques ne sont pas des événements de simple va-et-vient. Les fibres nerveuses individualisées conduisent des potentiels d'action à différentes vitesses. Les nerfs épais conduisent plus vite l'influx nerveux que les nerfs fins. Enfin, certaines fibres nerveuses sont associées à certaines fonctions. Ça, c'est important. Par exemple, pour les odeurs. Ils ne l'ont pas montré pour les odeurs, mais on sait aujourd'hui. Pour les odeurs, on sent 200 odeurs. Eh bien, on a 200 fibres différentes. Chaque odeur correspond à certains neurones qui sont connectés directement. Donc, il y a des fibres pour la sensibilité à la lumière, pour l'engourdissement, pour la douleur aiguë, pour la température. Ce sont des fibres différentes qui vont à des neurones différents. Et vous allez voir, pour la suite de l'histoire, dans la localisation des fonctions cérébrales, c'est un point important. Donc là, c'est pour vous rappeler qu'on a 100 milliards de neurones et 160 000 kilomètres de fibres nerveuses. Passons à la mémoire. La mémoire, et la structure du cerveau d'abord, qui est en mosaïque. Alors c'est une histoire longue qui commence par les anatomistes. Les anatomistes ont remarqué, dès 1709, qu'il y avait des faisceaux pyramidaux qui relient le cortex, passent à travers la moelle épinière et se croisent dans le bulbe. Et ces réseaux, ce chercheur Misticelli dit que ces faisceaux pyramidaux expliquent la contrôle-latéralité de l'hémiplégie. Quand les gens font une hémiplégie, qui reçoivent par exemple un coup du côté gauche, ils sont paralysés du côté droit, ils sont paralysés du côté gauche et vice-versa. La première localisation, pour la première fois, on a localisé un centre nerveux, celui de la respiration. Lorsque vous coupez, c'est fait chez l'animal, je crois que c'est chez le lapin ou le chien, lorsque vous coupez le tronc cérébral à différents niveaux, au niveau de la 8e paire, vous avez un arrêt immédiat de la respiration et l'animal meurt. Donc, grâce à des sections étagées, c'est assez cruel, effectivement, mais c'est comme ça qu'on a progressé. 1807, un chercheur anglais regarde la moelle épinière et coupe les racines. Quand il coupe les racines antérieures, il voit la convulsion des pattes des animaux. Et donc, il dit que les racines antérieures sont directement liées à une fonction motrice. Et Magendie, quelques années plus tard, va compléter en montrant que si les racines antérieures sont motrices, les racines dorsales sont sensitives chez le chien. Alors c'est une vision totalement nouvelle, puisque dans ce cas, ça veut dire que le cortex cérébral serait divisé en zones motrices et sensorielles, ce qui va contre les idées de l'époque. Là-dessus, il y a un médecin autrichien qui s'appelle Franz Joseph Gall, qui va
à la suite d'observations personnelles. C'est un peu folklorique. Le pire, c'est qu'il avait raison, mais avec des informations, des observations. Quand il était enfant, quand il était jeune, adolescent, je crois, il avait un copain à l'école qui avait des yeux extrêmement exorbités. Et cet enfant avait une capacité de mémoire absolument exceptionnelle. Et il s'est dit, bon, il y a des traits physiques qui sont probablement liés à une structure du cerveau derrière. Et c'est ce qu'il a appelé la phrénologie. C'est la théorie localisatrice selon laquelle les facultés mentales sont spécifiques à certaines parties du cerveau. Alors qu'il y avait une autre hypothèse holistique, le cerveau marche comme un tout, et donc il localise sur des données fausses les fonctions mentales. Alors il fait collection de crânes. Et donc son idée, c'est que la forme du crâne... Alors il prend des crânes de génie, des crânes de criminels. À Vienne, les gens étaient terrorisés qu'on aille déterrer après leur mort pour voir leur crâne et l'étudier. Et donc il étudie les caractéristiques du crâne et il pense que le cortex cérébral comporte différentes zones. Il avait raison, en fait, mais ses arguments étaient faux. Et il se trouvait en face d'un grand scientifique qui était membre de l'Académie des sciences, un neurologue, enfin pas un neurologue, mais plutôt un physiologiste, qui s'appelle Flourens. Et Flourens va faire toutes sortes d'expériences chez la grenouille, chez la poule et chez le pigeon. Alors c'est important le choix, parce que c'est des animaux qui ont des très faibles cortex. Et alors il leur enlève des parties du cortex. Et il montre que le cervelet est responsable de la coordination des mouvements, ce qui est vrai, que le tronc cérébral joue un rôle dans les fonctions vitales, les battements du cœur, etc., c'est vrai, et la respiration, mais qu'il n'y a pas de différence de comportement après ablation de différentes parties du cortex cérébral, car pour lui, le cortex fonctionne comme un tout. Et il est en controverse évidemment avec Gall. Gall, il avait une bonne idée, mais une mauvaise méthodologie. Flourens, il avait une bonne méthodologie, pas si bonne que ça, parce qu'il aurait pris des chiens, des lapins, ça aurait marché, et il va vers une mauvaise conclusion. Et continue la controverse entre les partisans holistiques et puis les partisans de la théorie de Gall. Et la solution est venue, évidemment je suis obligé d'un peu schématiser, le tournant majeur vient de la découverte du centre du langage. Alors Broca reçoit, c'est un chirurgien Broca, il reçoit un patient qu'on appelle Tan, qui est un homme de 51 ans qui depuis l'enfance fait des crises d'épilepsie et qui est transféré de l'hôpital Bicêtre dans son service, et il se trouve être paralysé d'un côté, et il a perdu aussi la sensibilité, il a perdu la parole. Et il n'est plus capable que de dire un seul mot, Tan. Et Broca, alors il a une infection très grave, il arrive pour une infection, une gangrène, et il meurt très vite. Et Broca fait son autopsie, et à l'autopsie, il découvre qu'il y a une zone du cerveau, la troisième circonvolution frontale de l'hémisphère gauche, qui est contralatérale, qui est le centre de la parole. Et c'est la seule lésion qu'il voit dans ce cerveau. Et il propose que l'hémisphère gauche soit dominant, qu'il n'existe qu'un seul centre du langage d'un seul côté, que l'hémisphère gauche soit dominant. Et ça a déclenché une adhésion à la théorie de Gall que le cerveau est subdivisé en zones particulières pour chaque fonction cérébrale. Alors, très vite, ça va, à la suite de cette observation qui a été confirmée par de nombreuses publications, très vite, on va commencer à s'intéresser à faire la carte du cerveau. 1870, voici un psychiatre et voici un anatomiste. Alors, Hitzig faisait des stimulations électriques avec des courants de faible intensité dans la nuque. Et il a remarqué que dans certaines zones, quand il faisait une stimulation électrique, les yeux partaient d'un côté, ou bien qu'il y avait un mouvement anormal, etc. Et donc, il a arrêté tout de suite ses expériences chez les humains, et il a repris ses expériences chez le lapin, le singe et le chien, et il a montré qu'il a fait une cartographie des zones motrices, en regardant si l'activation par électricité de telle ou telle zone entraînait des
des contractions des pattes arrière, de la face, du cou, etc. Et ces deux personnes vont confirmer qu'il existe des centres, et ils vont le confirmer aussi par excision chirurgicale. Ils repèrent une zone du cortex et ils font des excisions chirurgicales par la suite pour montrer que cette zone est importante. Et ils remarquent que les sensations sont normales, ils ne trouvent pas de zone sensitive. Et celui qui va trouver les zones sensitives, c'est David Ferrier, un Anglais, en 1873, qui lui fait une étude systématique chez le singe en stimulant au millimètre près tout le cortex cérébral des singes, et il montre qu'il y a une mosaïque de centres moteurs sur le cerveau des primates, et il utilise des courants très faibles, très localisés, et il définit toutes sortes de zones motrices, mais aussi il définit des zones de stimulation sensorielle, l'audition, des zones de l'audition, des zones dans les lobes temporaux, l'odorat est dans une zone plus basse des mêmes lobes, et la vision serait dans le lobe pariétal, ce qui est inexact. Enfin, on a déjà une cartographie du cerveau, et reste une énigme. Alors voilà la cartographie des grandes zones du cerveau liées à l'audition, à toutes sortes d'activités. Et reste une chose étrange, c'est à quoi sert le lobe frontal. Alors on a un lobe frontal, et là, à quoi ça sert? Et là, qu'est-ce qui se passe? Alors... Voilà. Merci. Et là, on va avoir la lumière, si je puis dire, va venir d'un patient. Alors, oui, juste le fait de faire des cartographies du cerveau va ouvrir la porte aux interventions neurochirurgicales. La neurochirurgie née dans les années 1890, notamment pour l'épilepsie, les tumeurs cérébrales et pour les traumatismes. Et donc, c'est l'intérêt de ces cartes du cerveau. Alors, le lobe frontal, à quoi sert-il? Eh bien, voilà un patient, un homme, qui travaille il creuse des tunnels dans le Massachusetts, je ne sais plus où. Il s'appelle Phineas Gage. Et il travaille avec des explosifs, et un jour, il y a une explosion. Et cette explosion, chose extraordinaire, vous voyez cette tige de 2 mètres de haut, elle va lui passer à travers. Elle va lui passer à travers, comme ça. Il va être transpercé. Et ça passe par le lobe frontal, il va perdre un œil, mais c'est le lobe frontal qui est atteint. Et là, alors il est 6 mois dans le coma, il fait plusieurs méningites, il guérit, survit de façon incroyable. Et cet homme, vous le voyez en photo là, s'est remis à travailler, et là il montre l'objet qui a traversé de cette façon. Il y a plein de publications actuelles sur ce cas. Et Phineas Fogg était un homme charmant. Et après cette terrible épreuve, il va devenir un homme avec une personnalité. Il devient d'une extrême grossièreté, d'une extrême agressivité. Il ne contrôle plus son humeur. Il devient un autre homme, et il aura toutes sortes de problèmes pour se réinsérer d'ailleurs à cause de ces troubles de la personnalité et de l'humeur. Et donc le lobe frontal, ça sert à ça, c'est la zone de l'humeur. Là-dessus, nous avons 2 hémisphères. Pourquoi faire? Est-ce que c'est nécessaire? C'est une question qui va être posée par Robert Sperry. Alors, dans les années 40, entre 1935 et 40, on commence à faire des interventions neurochirurgicales pour traiter l'épilepsie. Les épilepsies très rebelles, où les gens font des crises qui peuvent finalement mettre leur vie en danger. Et Andrew Akalaitis va suivre des patients qui ont subi, on s'est aperçu que quand on coupait le corps calleux, alors le corps calleux, c'est cette partie-là, c'est des centaines de millions de fibres qui font communiquer les 2 hémisphères. Si vous coupez, eh bien, ça guérit l'épilepsie. Les personnes ne font que très peu de crises d'épilepsie. Et ça semble être sans aucun effet sur l'homme. Alors, à quoi servent les 2 hémisphères? On coupe leur communication, les 600 millions de fibres qui les relient, et il n'y a aucune conséquence. Et Sperry s'est intéressé à ça. Il obtiendra le prix Nobel pour ça, d'ailleurs. Et la fonction des 2 hémisphères. Et il
un chirurgien, voilà, alors ça commence par un patient, William Jenkins, je n'ai pas trouvé de photo, qui est opéré en 1962 par ce neurochirurgien, Joseph Bogue, qui lui coupe le corps calleux ici, comme ça. Ce n'est pas son cerveau. Hein. Et il a été examiné pendant des années par ce jeune homme qui est un psychologue, qui est un élève de Sperry. Et alors, l'histoire de William Jenkins, c'est extraordinaire. C'est un parachutiste, il est parachuté au-dessus de la Hollande, 1942, et son parachute ne s'ouvre pas, et il s'écrase au sol. Et il survit. Les nazis l'emmènent à l'hôpital, il reste 6 mois dans le coma, et il en sort vivant, mais avec une épilepsie qui progressivement s'aggrave à un tel point qu'il va voir ce chirurgien pour qu'il lui fasse une section du corps calleux. Et il sera étudié pendant des années par les psychologues qui feront des tests sur lui. Et le résultat de ces tests, je suis obligé de faire simple, hein, sont les suivants. Le ventricule gauche, il est verbal. C'est-à-dire, il y a le centre du langage, on le sait depuis Broca, on calcule avec le ventricule gauche, on écrit, on a la rationalité, le raisonnement rationnel, l'analyse et une mémoire auditive. Le ventricule droit, en fait, le ventricule droit est spatial et holistique. C'est là le siège de l'imagination, de l'intuition, de l'émotion, de l'impulsion, des perceptions sensorielles, de l'art et de la géométrie. En fait, si vous voulez, on s'est aperçu par des analyses psychologiques fines que les deux ventricules avaient des fonctions, les deux hémisphères avaient des fonctions totalement différentes. Le corps calleux donc fait communiquer ces deux hémisphères, et l'hémisphère jumeau qui travaille de façon holistique, et les deux hémisphères fonctionnent comme une seule unité pour être plus efficaces. Et l'apparente absence de signes cliniques lorsque vous coupez entre les deux hémisphères est fausse. Vous entraînez quelques anomalies de ces différentes fonctions. Et là aussi, l'idée des deux hémisphères à la suite des travaux de Broca, du fait qu'on ait deux hémisphères séparés, a suscité les romanciers. En particulier, Edgar Poe a écrit une remarquable nouvelle que je vous conseille de lire, William Williamson. C'est l'histoire d'un homme qui retrouve un double, et ce double pourchasse, il est né le même jour que lui, etc. Et il finit par le tuer en se regardant dans la glace, il le tue, et il s'aperçoit qu'il se tue lui-même. Et puis la fameuse histoire de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Tout ça s'est inspiré directement par le fait qu'on ait un cerveau avec des hémisphères séparés. Reste la mémoire. Alors la mémoire, elle est en mosaïque. Vous savez que Mnémosyne est la mère des muses, les 9 muses. On ne peut rien faire sans mémoire. Et je vais en faire la démonstration très rapidement. Voilà un patient. Il y a beaucoup de patients dans mon histoire parce qu'on apprend beaucoup à partir des patients. Voilà un patient qui s'appelle Henry, on l'appelle souvent HM dans la littérature, Henry Molaison, qui est mort récemment d'ailleurs, et qui avait une épilepsie. Il fait une chute de vélo quand il a 5-10 ans, et il en tire une épilepsie qui progressivement s'aggrave, et à l'âge de 24 ans, il ne peut même plus travailler, tellement il fait de crise d'épilepsie. Et il tombe sur un neurochirurgien dont je tairai le nom, parce que je ne m'en souviens plus, mais qui lui fait une chose incroyable. Il lui enlève les 2 hippocampes. Les 2 hippocampes, c'est ici, vous voyez, ces 2 choses-là. Il fait une ablation des 2 hippocampes. Alors on a le cerveau de cet homme qui a été étudié pendant 40 ans, enfin, depuis son intervention, et il a légué son cerveau, et son cerveau a été coupé en très fines couches, scanné, reconstitué entièrement. Donc parce que c'est très intéressant, il avait une amnésie antérograde, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire une perte de la mémoire immédiate. Imaginez ce que c'est. Je sors, mais je ne sais plus d'où je viens. On ne peut rien faire sans la mémoire immédiate. On est obligé d'être accompagné de quelqu'un. Il laisse sa voiture, il ne sait plus où aller, etc. C'est une chose de terrible. Et donc, il a attaqué son chirurgien, et il a été, donc, le reste de sa vie, il a été accompagné pour pouvoir vivre simplement. Donc, on ne peut pas vivre sans la mémoire immédiate, et les hippocampes et les zones tout à fait près de l'hippocampe sont très importantes pour la mémoire immédiate. En fait, lorsqu'on mémorise
des choses, ça passe directement par l'hippocampe et ensuite ça peut être dispatché, mais je ne vous ferai pas un cours sur la mémoire, ce serait trop long. Alors je vous dirais simplement que la mémoire, eh bien, elle est en mosaïque. On a, comme le reste du cerveau, on a une mémoire de travail, on a une mémoire sémantique, ça c'est les zones, on a une mémoire dans le cervelet, on a une mémoire associative, on a une mémoire sémantique ici. Et donc la mémoire à court terme, c'est l'hippocampe, c'est la mémoire de travail, c'est la mémoire sensorielle. Et puis il y a une mémoire inconsciente, c'est-à-dire vous apprenez à faire du vélo, vous vous en souvenez toute votre vie. Mais c'est une mémoire quand même. Il y a des mémoires automatiques et puis il y a une mémoire déclarative et consciente, explicite, etc. Et tout ça, c'est dans des zones différentes du cerveau. Donc l'hippocampe, le lobe frontal, les régions corticales, le cervelet, le noyau codé, le putamen. Bon, alors on passe maintenant à la structure du cerveau, deuxième courant de pensée, la structure du cerveau. Alors la structure du cerveau, jusqu'au 19e siècle, on n'a pas regardé dans le cerveau. Qu'est-ce qu'il y a dans le cerveau? Et ces trois personnes, Remak, Purkinje et Deiters, ont commencé à regarder au microscope ce qu'il y avait dans le cerveau. Et ça commence dans les années 1825 par là. Et donc en 1836, première fois qu'on regarde le cerveau, qu'est-ce qu'on voit? Des cellules. On voit des cellules. Et puis, vous voyez, il les a figurées comme ceci. Puis on voit des filaments. Il y a des filaments aussi, il y a des cellules et des filaments. So what? Alors, Purkinje, lui, il voit des cellules volumineuses dans le cervelet qui ont des élongations. Il voit qu'il y a des cellules avec élongation. Et Deiters, lui, il voit pour la première fois des neurones avec ces proliférations, des neurones dans la moelle épinière avec son noyau, son soma et puis ses extensions. Et quand il regarde toutes ces extensions, il voit le cerveau qui apparaît comme un réseau. Et il ne voit pas, il pense que ces extensions sont fusionnées et il émet une théorie qui s'appelle la théorie réticulaire. Le cerveau est formé d'un réseau cellulaire géant constitué d'un grand nombre de cellules connectées physiquement par leurs extrémités. C'est la théorie réticulaire. Le cerveau marche comme un ensemble. Et ça, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans, c'est que le cerveau est, très hétérogène. Et que cette théorie réticulaire n'explique pas du tout certaines observations. Je reviens à ça tout à l'heure. Là-dessus, il y a un médecin qui travaille dans un petit hôpital en Italie et qui se passionne de photographie. Et il utilise les colorations argentiques pour colorer les coupes de cerveau. Et il observe pour la première fois des neurones tels qu'on les connaît. Il publie de magnifiques images des cellules nerveuses, il s'appelle Camillo Golgi, et il les voit dans le cervelet, dans le bulbe olfactif, avec des axones longs et courts, se terminant en bouquets complexes, et des dendrites. Il décrit les axones et les dendrites qui auraient un rôle nutritif. Et il décrit la structure du cortex cérébral, du corps calleux, de la moelle épinière, et d'autres cellules il décrit pour la première fois les cellules gliales qui sont un deuxième type de cellules qui sont des cellules probablement nécessaires pour la nutrition, si je puis dire, des neurones. Donc, voilà. Et voilà ces magnifiques images avec la réaction noire où on découvre pour la première fois les réseaux qu'il y a dans le cerveau. Ça a un côté magnifique, je trouve. Ensuite, Golgi montre que les axones forment des entrelacs, établissant ce réseau complexe, et il conforte l'hypothèse de Deiters. Cette vision est en faveur de la théorie holistique des fonctions cérébrales, et le tissu cérébral, chose incroyable, fait exception à la théorie cellulaire. Voilà le seul endroit, d'après cette théorie qui est fausse, c'est le seul endroit de notre corps qui dérogerait à la théorie tissulaire, c'est-à-dire l'organisation en réseau. La théorie cellulaire nous explique que les cellules se divisent et ne sont pas connectées entre elles de façon continue. Là-dessus, il y a un Espagnol, également un médecin, Ramon y Caral, qui va reprendre la technique de Golgi et montrer ces magnifiques neurones que je vous ai montrés ici. Ça, c'est extrait de leurs travaux. Hein. Voilà encore d'autres images. Ramon y Caral ne détecte aucun indice indiquant qu'un axone et des dendrites fusionnent pour former des réseaux. Et pour lui, les cellules nerveuses sont indépendantes, comme toutes les autres cellules,
Et il constate aussi, fait important, une très grande hétérogénéité du cerveau. Il y a des zones dans le cervelet, il y a des très grosses cellules, d'autres endroits, c'est très dispersé, il y a des zones totalement différentes dans leur structure. Et en 1891, il propose la théorie neuronale, qui est aujourd'hui largement admise. Les neurones communiquent par contact direct, mais sans solution de continuité, entre les extrémités des axones. Il pressent les synapses. Et donc, il distingue les neurones moteurs flûtent ici, vous voyez, qui ont des terminaisons très abondantes par exemple dans les muscles, et les neurones sensitifs qui ont, par exemple, du nerf optique ou du nerf ophtalmique, qui présentent des dendrites qui se ramifient en périphérie. Il y a un axone qui donne une arborescence dans le cerveau. Les dendrites, qui sont ces extrémités, certaines extrémités des neurones, comme ceci, seraient des récepteurs, le corps cellulaire serait l'exécutant, et les axones seraient les transmetteurs d'informations aux autres cellules. Il le vérifie pour les cellules sensorielles, les neurones sensoriels et les neurones moteurs. Là-dessus, cette image, juste pour vous expliquer qu'à la naissance, on est avec 100 milliards de neurones, mais que ces neurones ne sont pas connectés. Ça, c'est le bébé. Entre je ne sais plus, la 20e semaine et puis la naissance, il y a une prolifération intense des neurones, et ces neurones ne sont pas connectés. Vous voyez. Et vous voyez, au bout de 3 mois après la naissance, c'est dire l'importance des premières semaines de la vie. Ça commence à se connecter, et à l'âge de 2 ans, c'est extrêmement connecté. Il commence à parler, etc. C'est parce que les synapses, les prolongements des neurones s'enrichissent. C'est pour ça que naît la conscience, en quelque sorte. Et ça m'amène à vous parler de cette connexion entre les neurones, puisque les neurones ne sont pas en fait en réseau. C'est ce qu'on appelle les synapses. Là, ça a été étudié par Charles Sherrington, qui est un Anglais qui a travaillé sur un système très simple. Il a dit, le cerveau, c'est trop compliqué, moi, je vais prendre la moelle épinière. Et puis, il s'occupe du réflexe rotulien. Alors, ça a l'air de rien, ça va l'amener au prix Nobel. On tape sur la rotule, et puis on a un mouvement involontaire qui est le réflexe rotulien. Et, chose curieuse, on tape sur la rotule ou sur le tendon d'Achille, et c'est une sensation sensitive, ce n'est pas un moteur, et ça revient avec une contraction musculaire. Donc les neurones moteurs et les neurones sensitifs sont reliés entre eux d'une façon ou d'une autre, et en fait on sait aujourd'hui qu'ils sont reliés par un seul synapse, qui est dans la moelle épinière, qui est ici, et donc il y a... vous tapez sur un organe, sur le tendon a ce qu'on appelle des organes tendineux de Golgi, c'est-à-dire des récepteurs sensoriels qui vont dans la moelle épinière et qui vont revenir par un neurone moteur. Et donc, il va étudier en détail, pendant 10 ou 20 ans, ce réflexe rotulien. Et il va montrer que les récepteurs musculaires, avec la transmission de l'influx nerveux dans une seule... les récepteurs musculaires sont différents de ceux de la peau, suggérant l'existence de récepteurs sensoriels spécifiques qu'on découvrira par la suite. C'est les organes tendineux. Et le signal est transmis aux neurones moteurs et retourne par les neurones moteurs vers les faisceaux musculaires à l'extrémité des fibres motrices. Et il découvre en même temps la proprioception liée à ces organes tendineux. La proprioception, c'est le fait que vous avez la perception de la position d'un membre. Vous savez que votre membre il est dans une certaine position, et par exemple les gens amputés parfois ont encore la sensation qu'ils ont leur membre, c'est ce qu'on appelle la proprioception, qui était inconnue avant les travaux de Sherrington. Et alors cette synapse, finalement, qu'est-ce que c'est? On l'a vu en 1950, c'est effectivement un espace ici, qui est montré ici, entre une extrémité d'un neurone et l'extrémité d'axone et un autre neurone. Et c'est un espace qui est constitué, en fait, qui est très riche de médiateurs chimiques, et vous allez voir comment on a découvert ces médiateurs chimiques. Donc la théorie des synapses a été complètement confirmée par microscope électronique dans les années 50, et vous voyez, c'est ces connexions entre les cellules qui sont figurées ici. Alors, l'influx nerveux est-elle une onde électrique continue, transmise par de minuscules étincelles électriques, émises
à l'extrémité des nerfs, ou bien s'agit-il de médiateurs chimiques, qui est une hypothèse qui avait été émise par Dubois-Raymond dès 1877. Eh bien, la solution va venir d'un système nerveux très particulier qu'on ne connaît pas assez. Nous avons des neurones dans la tête, nous avons des neurones dans le cerveau, mais on a aussi des neurones un peu partout dans notre corps. Et c'est ce qu'on appelle le système sympathique et le système parasympathique, le système nerveux autonome. Ça ne dépend pas de notre volonté, c'est des neurones qui sont autonomes. Et vous avez deux types d'activités. Le système sympathique, c'est le système de l'attaque. On accélère sa respiration, les battements du cœur, c'est le système du combat, de la fuite, du stress. Et puis, ça entraîne une meilleure irrigation musculaire et vous pouvez vous défendre. Le système neurovégétatif, c'est le système parasympathique, c'est le système du repos, pour la digestion, pour la respiration et pour les battements du cœur qui vont plus lentement. Et c'est lié à des ganglions qui sont riches de neurones et qui contrôlent ces différentes activités indépendamment de la volonté. Alors, la première démonstration que les neuromédiateurs pouvaient avoir un rôle, ça vient d'un médecin généraliste, Georges Oliver. Georges Oliver a fait une chose incroyable. Il a pris, je raconte quelques anecdotes pour vous amuser, il a pris des surrénales, alors de chiens, je crois, oui, de chiens, et il les a injectés à son fils, 14 ans, en intraveineux. Vous savez ce que ça a donné? Une hypertension artérielle. Sa tension est montée. On commençait à mesurer la tension artérielle. Ça lui a donné des effets incroyables. Alors, il a tout de suite arrêté. Et puis, il s'est mis au chien. Et puis, il s'est mis à travailler avec Edward Schaeffer. Et il a montré que donc, l'injection d'extrait de surrénal entraîne une hypertension artérielle en rétrécissant le calibre des artères, mimant la stimulation des nerfs sympathiques par l'électricité. On a ensuite isolé l'adrénaline. Un chimiste a isolé l'adrénaline, et ensuite on a montré que l'adrénaline était, en 1904, produite par les terminaisons des nerfs sympathiques qui libèrent cette adrénaline. Je le fais court. Conjointement, en 1907, Dixon stimule les nerfs vagaux, c'est le nerf vagot du système parasympathique de la grenouille, et puis il entraîne un fort ralentissement du cœur, effet qui mime l'atropine. Donc il retire le cœur de l'animal, je crois que c'était sur grenouille, je ne sais plus sur qui. Oui, grenouille, c'est ça. Et puis il purifie l'extrait et il s'aperçoit que ça ressemble à la muscarine. On est très proche. En fait, c'est de l'acétylcholine, qui est le deuxième neuromédiateur du système parasympathique. Il découvre quelques années plus tard que pour que l'influx nerveux passe, et passe plusieurs fois, il faut se débarrasser de ces neuromédiateurs. C'est la cholinestérase qui permet rapidement qu'on décontracte un muscle, etc. Et puis, en 1929, il réussit à isoler l'acétylcholine à partir des rats de chevaux et de vaches, montrant que ça existe in vivo. Donc, celui-ci a eu le prix Nobel, Henri Dell, pour ses travaux sur l'acétylcholine et l'adrénaline. Et je vais terminer bientôt par une expérience qui a été faite par Otto Lévy, un Allemand, qui a eu le prix Nobel en 1936. Il fait une expérience, il prend un cœur isolé et il le stimule, soit avec le nerf sympathique, soit avec le nerf, le pneumogastrique, qui est le nerf du parasympathique. Ce cœur baigne dans une coupelle et il recueille le surnageant et il transmet l'effet de ralentissement ou d'accélération à un deuxième cœur, montrant qu'il faut des neuromédiateurs pour voir l'effet. Donc, et quelques années plus tard, on montrera que in vivo, effectivement, par des tests très sensibles à la sangsue, eh bien, il y a la présence d'acétylcholine dans les synapses. Voilà, et je terminerai, parce que je vous ai montré beaucoup d'hommes, et je terminerai par une femme prix Nobel qui s'appelle Rita Levi-Montalcini. Elle travaillait sur des cellules nerveuses et son patron, qui s'appelait Hamburger, lui donne un papier qui montre que des cellules tumorales entraînent une prolifération des neurones. Et elle se met à travailler, elle s'aperçoit qu'elle réussit avec Stanley Cohen à isoler une grosse protéine qui est un facteur de croissance des nerfs. Quand ce facteur est produit, et les axones, les dendrites se multiplient. Et dans certains cas, je crois, avant la naissance en tous les cas, il y a aussi une stimulation de la neurogénèse. En
59, elle montre donc sur le rôle essentiel pour la croissance et le développement de certaines parties du système nerveux dans ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Donc voici cette complexité du cerveau. Et je voudrais terminer en vous disant, donc, je vous ai expliqué la cartographie, je vous ai expliqué la structure, la ligne de pensée sur la structure du cerveau et sur la transmission. Et tout ça, ça sert à définir des maladies. Alors, les maladies nerveuses, les démences, les maladies mentales ont commencé à être définies à partir du début du 19e siècle. Il fallait plusieurs événements pour que ça apparaisse. Il fallait d'abord la Révolution française, qui a permis à de jeunes personnes dynamiques d'oublier Galien quelques instants et de se tourner vers l'avenir et vers l'expérimentation. Il y a le fait qu'on commençait à classer, et puis il y a surtout ce qu'on a appelé, ce que Michel Foucault a appelé le grand renfermement, c'est-à-dire en 1656, je crois, on a mis tous les pauvres de Paris dans 2 hôpitaux, surtout à la Salpêtrière et à Bicêtre, les hommes à Bicêtre et les femmes à la Salpêtrière, en mélangeant tout le monde, les pauvres, les fous, les épileptiques, les enfants, les adultes, etc. C'est resté comme ça dans des conditions difficiles jusqu'au début du 19e siècle, où des gens comme Pinel et puis Charcot ont commencé à s'intéresser à ce musée vivant, 4000 personnes sans diagnostic, ils ont commencé à étudier et on a découvert la myopathie, la sclérose en plaques, les épilepsies avec des auteurs comme Jackson à Londres, etc., la narcolepsie, la maladie d'Alzheimer en Allemagne, la schizophrénie, la maladie de Creutzfeldt-Jakob, une maladie très répandue, tiens, je n'ai pas mis là-dessus, une maladie très répandue, ce qu'on appelle la folie circulaire, c'est-à-dire la folie maniaco-dépressive. Et puis, à partir de 1950, on découvrira les neuroleptiques qui agissent sur les neurotransmetteurs. Et puis, on découvrira l'autisme aussi avec Kanner et Asperger. Et je crois que... Alors maintenant, l'avenir, on étiquette des maladies neurologiques, mais quel est l'avenir ? L'avenir, c'est... premièrement, on ne connaît pas la cause, on voit les effets, mais pourquoi on fait un Alzheimer ? C'est des questions très importantes. Et deuxièmement, on les définit de mieux en mieux. On n'a plus besoin de faire des autopsies, on fait comment on appelle ça, des imageries fonctionnelles qui permettent de localiser quand quelqu'un... Alors on peut le faire sur des sujets sains, on peut le faire sur des sujets malades, et on localise, donc l'avenir est en partie à l'imagerie cérébrale. Et puis tout ça est résumé dans un livre que j'ai fait paraître il y a quelques mois sur les sortilèges du cerveau. Voilà, je vous remercie de votre attention.